Salam alaikum, Azul Fellaoun. Je sais que les temps sont durs, je sais que la paix semble s'éloigner dans une région qui nous tient beaucoup à cœur. C'est évidemment la région du Moyen-Orient qui est le berceau de l'islam, c'est le berceau de notre identité spirituelle. C'est là où une belle religion est née. C'est à partir de là où une formidable civilisation s'est développée en essayant de convertir, de convaincre des millions d'hommes et de femmes sur Terre qu'un juste milieu est possible, que le vivre ensemble est une réalité et que l'avenir peut être meilleur que le passé. Alors, lorsqu'on voit ce conflit qui ne s'arrête jamais au Moyen-Orient, surtout depuis que la France et l'Angleterre se sont partagées cette région avec les fameux accords Sykes-Picot. C'était le nom des deux ministres des Affaires étrangères anglais et français en 1916. Depuis ce moment-là, le drame est quotidien. Et on aimerait croire, comme le Dalai Lama, que c'est possible, que l'islam, le christianisme et le judaïsme puissent vivre en paix. Oui, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, évidemment qu'on a envie d'y croire. Mais la réalité, celle que l'on vit aujourd'hui tous les jours, elle dit l'inverse. Mais est-ce vraiment un problème religieux? N'est-ce pas tout simplement un problème bassement financier lié à des réserves de pétrole gigantesques dans cette région du monde? Plus de 60% des réserves mondiales de pétrole sont dans cette région moyen-orientale, depuis le Yémen jusqu'en Syrie, en passant par l'Irak, l'Égypte et jusqu'aux confins de l'Afrique du Nord. Alors, comment on peut conjuguer, comment on peut croire, comment on peut espérer que la paix puisse revenir ou s'installer durablement dans cette région, alors même que des intérêts énergétiques, économiques priment sur le vivre ensemble, sur une fraternité spirituelle qui est proclamée par l'ensemble des religions. Alors, en effet, l'arrivée soudaine d'un nouvel État à partir de 1947, date à laquelle l'Organisation des Nations Unies, fraîchement constituée, a décidé de l'établissement de deux États, un palestinien, un autre israélien, n'a pas arrangé les choses. En effet, à l'époque, les Nations Unies, majoritairement des pays occidentaux, avaient décidé de créer un État en privant un peuple, en l'occurrence le peuple palestinien, de sa propre terre, en obligeant les Palestiniens à donner 53% de leur territoire au peuple juif, qui était certes présent depuis plus de 2000 ans, mais si on doit faire l'inventaire de tous les peuples qui étaient présents depuis 500, 1000, 2000, 3000 ans, dans ce cas-là, on pourrait demander aux citoyens américains qui peuplent la première puissance mondiale d'aujourd'hui de se retirer pour laisser le pays aux autochtones, c'est-à-dire aux Indiens d'Amérique, qui sont les véritables propriétaires de cette terre. Mais il n'y a pas que. On pourrait demander à tous les habitants de toutes les Amériques, depuis le Canada jusqu'au Chili, à l'Argentine, de quitter tous ces pays-là et de les rendre aux Indiens qui peuplaient toutes ces contrées. Mais pas que non plus. On pourrait aussi demander à tous les Australiens et Néo-Zélandais d'aujourd'hui de quitter l'Australie et la Nouvelle-Zélande, car ce n'est pas leur pays. Ces colons qui venaient principalement de Grande-Bretagne, il faut redonner ce grand territoire australien et ces belles îles néo-zélandaises aux aborigènes qui étaient les premiers habitants de ces terres-là, et les blancs européens
les ont délogés en les reléguant dans des espèces de réserves. Donc au jeu de l'antériorité historique, il y a énormément de peuples qui devraient quitter aujourd'hui les pays qu'ils contrôlent, qu'ils dominent, en les laissant aux peuples qui étaient là avant eux et qui sont les véritables propriétaires de ces terres. Bien sûr, lorsqu'on est croyant, lorsqu'on croit en Dieu, nous savons tous que toutes les terres qui peuplent ces 5 continents n'appartiennent qu'à un seul propriétaire, c'est évidemment l'entité divine par excellence qu'on l'appelle Allah, Yahvé ou le Dieu des chrétiens. Alors pourquoi je vous fais cette introduction à la fois historique et spirituelle? C'est parce qu'aujourd'hui, en plus du problème palestinien, est venu se greffer un autre problème, celui de la guerre à laquelle nous assistons en ce moment dans une impuissance totale entre d'une part Téhéran et Tel Aviv. Alors évidemment, les médias occidentaux ont du mal à le dire, à l'écrire, à le proclamer, mais il y a un agresseur et un agressé. L'agresseur, on le connaît, il s'appelle Benyamin Netanyahou, c'est le Premier ministre à Tel Aviv aujourd'hui, et l'agressé, c'est le peuple iranien qui se trouve à Téhéran, à Ispahan, à Tabriz, et l'Iran, qui est une puissance régionale, qui est un pays avec un gouvernement qui proclame la loi de Dieu supérieure à la loi des hommes, est aujourd'hui l'agressé, quand bien même toute la propagande occidentale tendrait à dire que l'Iran est une menace. Alors, quelle est la justification qui a été apportée par le génocidaire de Gaza, Benyamin Netanyahou, pour agresser Téhéran? C'est tout faire pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Mais au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom de quelle loi divine ou humaine? Au nom de quel principe? Au nom de quel droit international? Un petit pays qui n'a de raison d'être que celle d'avoir la première puissance militaire régionale peut interdire un autre pays souverain de se doter de l'arme qu'il souhaite nécessaire à sa défense, à sa sécurité et à la paix pour son peuple. Pourquoi ce petit pays, qui est protégé par tout l'Occident, aurait le droit d'avoir 200 têtes nucléaires et pas un autre pays dont la population est pratiquement 10 fois celle qu'il est censé représenter? Mais il y a un certain nombre de pays dans le monde qui sont dotés de l'arme nucléaire et qui ne représentent aucun danger pour l'humanité. Je commence par les États-Unis, ensuite la Russie, ensuite l'Angleterre, ensuite la France, ensuite la Chine et même la Corée du Nord qu'on décrit matin, midi et soir. À ce que je sache, elle n'a agressé personne. Et il n'y a pas que la Corée du Nord, il y a aussi l'Inde, il y a aussi le Pakistan. Rappelez-vous, le Pakistan est un État musulman. C'est une république islamique. Avez-vous déjà entendu le Pakistan menacer l'Inde d'attaques nucléaires? Avez-vous entendu le Pakistan menacer la Chine ou le Bangladesh ou la Birmanie ou je ne sais quel autre pays? Bien sûr que non, car sur cette terre, bien sûr qu'il y a des personnes qui frôlent la folie, mais jusqu'à ce jour, la seule puissance mondiale qui a utilisé l'armement nucléaire, ce n'est pas une puissance musulmane comme le Pakistan, ce n'est pas une puissance hindouiste comme l'Inde, ce n'est pas une puissance orthodoxe comme la Russie. La seule puissance qui a utilisé l'arme nucléaire, c'est une puissance protestante que tout le monde connaît, c'est la première puissance mondiale. Ce sont les États-Unis qui ont utilisé à 2 reprises cette arme nucléaire extrêmement destructrice. Et les Japonais le savent, car ils l'ont vécu dans leur propre chair. C'était
le 6 août 1945 à Hiroshima et le 8 août 1945 à Nagasaki. Et l'utilisation de ces 2 bombes nucléaires ont causé la mort à plus de 160 000 personnes, sans compter les dizaines de milliers de blessés à cause des effets radioactifs. Alors, lorsqu'on entend ces arguments qu'on a déjà entendus pendant la première guerre contre l'Irak en 91, puis pendant la deuxième guerre contre l'Irak en 2003, c'est les mêmes arguments qui sont utilisés pour déclarer la guerre à un pays qui n'a pas déclaré la guerre. Et à chaque fois, c'est la détention d'armes nucléaires. Et jamais cela n'a été prouvé. Vous vous souvenez du faux rapport qui a été présenté à l'ONU en 2003 pour justifier la guerre contre l'Irak, en disant que l'Irak détiendrait des armes de destruction massive. Ensuite, il s'est avéré que c'était un mensonge d'État. Et aujourd'hui, nous voyons un petit État génocidaire qui tous les jours massacre des civils et qui utilise ce même argument pour attaquer un pays souverain. Mais on n'a entendu aucun pays important dans le monde dénoncer, condamner cette attaque ignoble, cette attaque barbare. Oui, on n'a pas entendu aucune des grandes puissances condamner l'attaque de Tel Aviv contre Téhéran. Mais c'est inadmissible. Comment c'est possible? Vous vous souvenez, en juin 81, lorsque Tel Aviv avait aussi utilisé cet argument terriblement faux pour bombarder l'Irak, un pays souverain, et détruire la centrale nucléaire civile irakienne à Osirak. Il y avait une dénonciation mondiale à l'époque. Le Conseil de sécurité s'était réuni pour dénoncer cette attaque ignoble et barbare de Tel Aviv contre l'Irak. Mais aujourd'hui, 44 ans après, plus personne parmi les grandes puissances ne condamne cette attaque terroriste et barbare du génocidaire Netanyahou à l'endroit de Téhéran. Pire que cela, nous avons entendu des déclarations, notamment celle du président français qui a dit que si l'Iran était amené à lancer de représailles, la France protégerait Tel Aviv. Mais comment peut-on entendre des absurdités pareilles? Mais un État a le droit de se défendre, non? N'était-ce pas cet argument-là qui avait été évoqué, invoqué, convoqué par les grandes puissances après le 7 octobre 2023 pour dire que Israël avait le droit de se défendre et qu'il fallait aider Israël à se défendre? Pourquoi n'entend pas ces mêmes grandes puissances dire que l'Iran aussi a le droit de se défendre et qu'il fallait donc par conséquent, en toute logique, apporter aussi leur soutien à l'Iran après ces attaques barbares et terroristes de Tel Aviv? Mais non. Mais non. Pourquoi? Car ces puissances occidentales sont coutumiers du 2 poids 2 mesures. Ils ne logent pas à la même enseigne un génocidaire comme Netanyahou avec le président d'un pays musulman. Mais oui, car à choisir entre un État musulman et un État hébreu, le choix est vite fait. L'Occident choisit l'État hébreu. Pourquoi? Car l'Occident se sent coupable d'avoir massacré, d'avoir conduit dans des chambres à gaz 6 millions de Juifs. Et là aussi, à ce que nous sachions, ce ne sont pas les musulmans qui envoyaient dans des chambres à gaz 6 millions de Juifs. Ce ne sont pas des musulmans qui ont mis en place ces camps de concentration, qui ont échafaudé ces fours crématoires. Non, ce sont des chrétiens. Un pays chrétien, à la fois catholique et protestant, car l'Allemagne nazie était aux 2 tiers protestante et 1 tiers catholique. Mais dans tous les cas, l'Allemagne n'était pas musulmane, elle était chrétienne. Et lorsque
nous voyons qu'aujourd'hui, cette même Allemagne qui a massacré 6 millions de Juifs est toujours là à défendre cet État terroriste et barbare qui agresse un pays qui ne l'a même pas attaqué. Il y a des questions à se poser sur cette morale internationale qui est en train d'être bafouée, qui n'est plus respectée, qui n'est plus universellement partagée. C'est bien triste, car n'oublions pas, lorsqu'il y a eu la création de l'Organisation des Nations Unies, il y avait une volonté de moraliser les relations internationales en faisant du droit international une nouvelle religion civique. Mais où est passée cette époque-là, où l'ONU assumait tant bien que mal son rôle en dépit de la concurrence entre les deux grandes puissances qu'étaient les États-Unis et l'Union soviétique. L'ONU aujourd'hui est réduite à peau de chagrin. Oui, l'ONU fait des déclarations en dénonçant, en regrettant, mais sans aucune incidence sur le terrain, car nous avons un État arrogant, fier de lui et sûr de lui, qui aujourd'hui ne respecte plus aucune règle internationale, aucune résolution des Nations Unies. Alors, et pourtant, dans ce pays, il y a des gens formidables, il y a des intellectuels, il y a des universitaires, il y a des militants des droits de l'homme qui ne cautionnent pas cette politique suicidaire et génocidaire de Benyamin Netanyahou, qui vient d'échapper il y a à peine 3 jours à l'organisation d'élections anticipées. Et comme ce personnage, qui est un véritable animal politique, ne manque aucune occasion d'asseoir son autorité, sitôt le danger d'élections anticipées qui l'aurait conduit tout droit devant un tribunal et ensuite dans une prison israélienne, il a décidé d'attaquer un pays qui n'est même pas à ses frontières, afin de renverser une dynamique qui pointait du doigt la dimension génocidaire de son action politique et militaire depuis bientôt presque 2 ans. Oui, cet homme-là est devenu un danger pour l'humanité. Cet homme-là, qui est frappé par un mandat d'arrêt international, a décidé de violer l'humanité, a décidé de violer tous les principes qui régissent cette terre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous en souvenez? Après 1945, des intellectuels, des hommes politiques, des philosophes disaient plus jamais ça, plus jamais la Shoah, plus jamais un génocide. Et aujourd'hui, que se passe-t-il? Sous nos yeux, à travers tous les écrans de télévision, à travers tous les réseaux sociaux, nous assistons impuissants à un nouveau génocide d'un peuple sans armes, d'un peuple qui veut juste avoir sa terre, comme n'importe quel autre peuple dans le monde. Un peuple qui a toujours été sur cette terre et à qui on dit aujourd'hui qu'il doit partir. Vous imaginez cet Occident qu'on apparente à l'Occident des Lumières, en oubliant que c'était l'Occident de l'esclavage, l'Occident de la colonisation, l'Occident des chambres à gaz. Ce même Occident aujourd'hui cautionne, par son inaction, par son refus de condamner au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, par son refus de reconnaître un État palestinien, cet Occident-là, esclavagiste, colonialiste et auteur des chambres à gaz, aujourd'hui est devenu co-responsable de ce génocide. Alors que faire? Vous avez entendu la dernière déclaration du président français, car il faut en parler. La France, en dépit de ses 1001 défauts, en dépit de ses 1001 faiblesses, en dépit de ses 1001 contradictions, reste un membre important du Conseil de sécurité des Nations Unies en sa qualité de membre permanent de ce Conseil qui bénéficie depuis 1945 d'un droit de veto. Il y a quelques semaines, le président français Emmanuel Macron s'était engagé
a organisé conjointement avec l'Arabie Saoudite une conférence au sein des Nations Unies pour reconnaître l'État palestinien. Cette reconnaissance devait avoir lieu dans quelques jours, c'est-à-dire entre le 16 et le 18 juin. Que vient-il de déclarer avant-hier? Il vient de dire publiquement, devant des journalistes du monde entier, qu'il allait reporter cette reconnaissance de l'État palestinien, reconnaissance que redoutait terriblement le génocidaire de Gaza, Benyamin Netanyahou. Et c'est pour ne pas que cette reconnaissance de l'État palestinien par la France, membre permanent des Nations Unies, conjointement avec l'Arabie Saoudite, au sein des instances des Nations Unies, que ce génocidaire a décidé de déclarer la guerre à l'Iran afin que plus personne ne parle de la Palestine, de Gaza et du génocide des populations de cette enclave qui souffre le martyre. Vous imaginez le machiavélisme de cet homme, vous imaginez le diabolisme de cet homme, vous imaginez l'inhumanité de ce génocidaire de Benyamin Netanyahou. Et qu'a décidé de faire le président français? En invoquant une raison absolument mineure pour reporter cette conférence et donc pour reporter cette reconnaissance de l'État palestinien, il a dit que dans la mesure où il n'y a plus d'avions à partir de la Palestine vers l'ONU, en l'occurrence, il parlait du président de l'autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, qui ne pouvant pas venir à New York, il n'avait pas d'autre choix que de reporter cette conférence. Mais en quoi le président de l'autorité palestinienne serait empêché de prendre un avion? Mais il peut très bien se rendre en Syrie et ensuite en Turquie. À partir de la Turquie, il peut très bien prendre un avion direction New York. Comment se fait-il que ce président français utilise une raison si peu sérieuse pour justifier d'une décision extrêmement grave, qui est celle de remettre en question un engagement qu'il a pris devant le concert des nations? Comment c'est possible? Vous avez la réponse. Ce président Emmanuel Macron qui revendique la souveraineté de la France en disant que la reconnaissance de l'État palestinien n'était conditionnée par aucune condition, en disant que la décision de la France était souveraine, est en train de faire marche arrière, car il subit des pressions d'un lobby que vous connaissez tous. Ce même lobby qui, matin, midi et soir, dans tous les médias occidentaux, cautionne l'action génocidaire de Benyamin Netanyahou à Gaza. Quelle tristesse! Mais quelle tristesse! Et quelle tristesse de voir ce grand pays qu'était la France, notamment à l'époque du général de Gaulle, faire marche arrière à cause d'un tout petit pays au Moyen-Orient qui est dirigé par un homme frappé par un mandat d'arrêt international. C'est d'autant plus triste que lorsque nous voyons cette carte-là, je vous laisse deviner à quoi correspond cette carte. Tous les pays en vert représentent les 147 pays qui reconnaissent l'État palestinien. Et tout ce qui est en gris, ce sont les pays qui, à ce jour, ne veulent pas reconnaître l'État palestinien. Donc vous voyez que l'écrasante majorité des populations de ce globe reconnaissent l'État palestinien. Regardez, 98% de l'Afrique en dehors du Cameroun. Regardez, l'Asie en dehors de la Birmanie. Et vous voyez, dans l'Amérique, toute l'Amérique du Sud reconnaît l'État palestinien, sauf l'Amérique du Nord, avec les États-Unis et bien sûr l'Europe. L'Europe qui refuse de reconnaître l'État palestinien en dehors
des pays notables que sont l'Espagne, l'Irlande et bien sûr les pays scandinaves. Quand vous voyez cette carte, vous vous dites quelque chose qui est extrêmement grave. Ce sont les puissances coloniales, les puissances esclavagistes, anciennement coloniales et anciennement esclavagistes, qui refusent de reconnaître l'État palestinien. Incroyable! De là à faire le lien entre ancienneté coloniale et ancienneté esclavagiste et État qui, dans les faits, cautionne la colonisation des territoires palestiniens occupés, il n'y a qu'un pas. Et c'est là où vous voyez que l'Amérique du Nord ou l'Europe sont victimes de leur propre histoire. Et si on va un peu plus loin dans l'analyse psychanalytique, on a l'impression que les anciennes puissances coloniales et esclavagistes regrettent d'avoir perdu leur empire colonial, que ce soit l'Angleterre, immense empire colonial, ou la France, autre immense empire colonial. Alors quand on voit que le président Macron a décidé de faire marche arrière, il est à craindre que ceux qui sont les nostalgiques de l'empire colonial français font pression sur le président français pour ne pas qu'il reconnaisse l'État palestinien. Alors, dans cette complexité géopolitique à laquelle nous assistons, impuissants, si ce n'est en essayant chacun, là où il est, d'essayer de contribuer au débat, contribuer à dénoncer, à condamner cette attaque barbare de Netanyahou en Iran et à dénoncer cette reculade du président français, que peut faire notre pays, l'Algérie? Vous savez que l'Algérie fait partie des 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2025. Ce qui signifie qu'il reste à peine 6 mois à notre pays pour essayer de laisser sa marque dans l'histoire du Conseil de sécurité. Vous savez que depuis 1962, c'est la 4e fois que l'Algérie fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies en sa qualité de membre non permanent. Je l'ai indiqué tout à l'heure, dans ce Conseil de sécurité qui regroupe 15 pays, il y a 5 membres permanents qui ont le droit de veto, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, la Chine et la France, et il y a 10 membres non permanents, dont le mandat n'excède pas 2 ans. Donc l'Algérie, depuis 1962, c'est la 4e fois qu'elle fait partie de ce Conseil de sécurité en sa qualité de membre non permanent. Au mois de janvier 2025, c'était la présidente, pendant 1 mois, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous aurions pu faire mieux. C'est vrai que c'est pas mal, c'est bien d'avoir dénoncé le génocide à Gaza, c'est bien d'avoir organisé des conférences de presse. Je salue le travail formidable de son Excellence, notre ambassadeur algérien aux Nations Unies, son Excellence, M. Ammar Benjama. Mais il faut aller plus loin, car nous pouvons aller plus loin, surtout que dans la mission que l'Algérie s'est promise de réaliser, il y a la volonté de faire en sorte que la paix devienne une réalité dans certaines régions du monde, et notamment en Palestine. Et notre ambassadeur avait souligné que durant son mandat, l'Algérie serait la voix des peuples opprimés et sous domination coloniale pour réaliser leur droit à l'autodétermination. Et pour cela, l'Algérie s'était engagée à s'atteler à renforcer le multilatéralisme, à défendre les règles et principes du droit international qui sont bafoués comme nous le voyons chaque jour, notamment le principe du règlement pacifique des conflits conformément à la Charte des Nations Unies. C'est la déclaration
officielle de l'Algérie lorsqu'elle a été intégrée en janvier 2024 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, vous connaissez les deux dossiers qui tiennent tellement à cœur à notre diplomatie, à notre pays, à notre peuple. C'est le dossier du Sahara occidental et c'est le dossier de la Palestine. Alors, vous avez vu que, en dépit de notre présence au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous n'avons pas pu empêcher une grande puissance du Conseil de sécurité des Nations Unies, en l'occurrence le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale, comme je viens de l'indiquer, qui refuse elle aussi de reconnaître l'État palestinien. Cette puissance anciennement coloniale, anciennement esclavagiste, a décidé de reconnaître le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, ce qui pour l'Algérie est un échec sur le plan diplomatique. Surtout que nous avons, en tant que conseiller diplomatique du président de la République, Seydi Abdelmadjid Tebboune, un ancien ambassadeur d'Algérie en Grande-Bretagne. Donc ce nouveau conseiller diplomatique, lorsqu'il était en fonction à Londres, en sa qualité d'ambassadeur de la République algérienne à Londres, a fait un travail de réseau, d'explication, pour essayer de faire entendre raison à cette puissance qui est importante au sein du Conseil de sécurité. Et on aurait pu attendre de la nomination il y a quelques mois de ce Conseil diplomatique un résultat autrement plus positif que cette décision du ministre des Affaires étrangères britannique qui en plus est issu du Parti travailliste. Et vous savez que depuis 50 ans, le Parti travailliste britannique a toujours soutenu le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Comment expliquer que ce Parti travailliste, qu'on peut qualifier de gauche, qui a toujours défendu les Sahraouis, comment se fait-il qu'aujourd'hui ce même parti a décidé de tourner le dos au peuple sahraoui? Et comment se fait-il que notre diplomatie n'a pas été en mesure de conforter la position historique du Royaume-Uni quant au dossier du Sahara occidental? C'est un point d'interrogation. Donc, au niveau de la diplomatie algérienne, évidemment que ce n'est pas un succès que de voir le Royaume-Uni s'aligner sur la position marocaine au sujet du dossier du Sahara occidental. Maintenant, au sujet de la Palestine, qui est le thème central de cette vidéo, vous avez vu les efforts extraordinaires du président algérien Seydi Abdelmadjid Tebboune, surtout en octobre 2022. Vous savez, j'étais en prison. J'étais avec mes co-détenus à la prison de Chlef, octobre 2022. Et quand je voyais à la télévision, car nous avions la télévision évidemment dans nos prisons algériennes, contrairement à certaines rumeurs qui disent que les prisonniers algériens vivent un enfer en Algérie, quand on entend un écrivain algérien récemment naturalisé français dire que je ne peux pas répondre à une convocation de la justice algérienne car c'est une dictature et que ça va être terrible si je suis emprisonné. Non, monsieur Kamel Daoud. Même si vous étiez emprisonné dans votre pays, ce serait même une fierté. Et rassurez-vous, vous pourrez boire du café le matin, vous pourrez déjeuner, vous pourrez dîner, vous pourrez même recevoir des courriers, vous pourrez regarder la télévision et vous pourrez même vous abonner à des journaux. Voilà la réalité. Oui, l'Algérie a 1001 défauts, mais il n'y a pas que des défauts. L'Algérie a aussi des qualités. C'est vrai que nous faisons partie du tiers-monde, mais ça va beaucoup mieux. Bien sûr qu'on aimerait que ça aille encore mieux, mais vous connaissez mon histoire, j'essaie d'être le plus honnête possible. Notre pays va mieux malgré de nombreuses difficultés. Et c'est à chacun de nous de contribuer à faire en sorte que notre pays aille mieux. Donc revenons à ce qu'a fait notre président en octobre 2022. Il a réussi un exploit diplomatique. Et de quoi s'agit-il, cet exploit diplomatique? C'est qu'il a réussi, un an avant l'attaque du 7 octobre 2023, il a réussi à rassembler 14 factions palestiniennes
qui se détestaient, qui s'envoyaient des piques par communiqués interposés, par déclarations publiques. Le président algérien, qu'on voit ici saluer l'ensemble des représentants de ces factions, avec l'ancien chef politique du Hamas, M. Haniyeh Rabbi Yarhamou, qui a été tué en Iran. Déjà, l'Iran n'arrivait pas à protéger le leader palestinien. Et pourtant, quand il est venu en Algérie, alhamdoulilah, la conférence qui a réuni l'ensemble des 14 factions palestiniennes, s'est très bien passée et aucun d'eux n'a été blessé ni aucun d'eux n'a été tué. Donc quelque part l'Algérie est respectée. Et qu'à l'époque, Tel Aviv n'a même pas essayé de déstabiliser cette conférence. C'était un an avant le 7 octobre, à quelques jours près. C'était le 12 octobre 2022. Je voyais ces images à la télévision algérienne à partir de ma cellule de la prison de Chleuf. C'était un exploit. Pourquoi c'était un exploit? Car c'est le président lui-même qui s'est engagé personnellement à ce que cette conférence soit un succès. Et qu'avait dit le président à ce moment-là, au Palais des Nations à Alger? On voit toutes les images. Quel espoir quand on voit ce travail diplomatique extraordinaire qui a été accompli par le président algérien. C'était un espoir formidable. Oui, formidable. Tous les Algériens étaient fiers de ce qui a été fait lors de la signature de cette déclaration d'Alger. Regardez cette belle image. Toutes les factions palestiniennes étaient réunies. Voici la dépêche de l'APS algérienne. Conférence des factions palestiniennes, signature de la déclaration d'Alger. Cette déclaration d'Alger a mis fin à une division de plusieurs années, constituant ainsi une plateforme solide pour la réalisation de l'unité nationale palestinienne. Oui, l'unité nationale palestinienne. Et qu'avait dit le président algérien à l'époque? Regardez cette phrase, écoutez cette phrase plutôt. Il avait mis l'accent sur la nécessité de l'unité du peuple palestinien. Il avait dit que s'il n'y a pas d'unité, il n'y a aucune chance qu'un État palestinien voie le jour. Et il avait dit que l'Algérie était disponible pour abriter la rencontre du nouveau Conseil national palestinien où il y aurait tous les mouvements palestiniens. L'unité, c'est la base de la réussite. S'il n'y a pas d'unité, vous ne pouvez strictement rien faire. Mais malheureusement, que s'est-il passé un an après? Le Hamas, qui est une des factions palestiniennes, a décidé de briser cette unité. Cette unité qui était affichée à Alger le 12 octobre 2022. Car lorsque le Hamas a organisé cette attaque du 7 octobre 2023, il n'a pas consulté l'ensemble des factions palestiniennes. Il a joué solo. Il a joué cavalier seul. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le 7 octobre 2023, le peuple de Gaza vit le martyre. Car le Hamas a violé l'engagement qu'il a pris le 12 octobre 2022 à Alger, devant le président algérien, c'est Abdelmajid Tebboune. Car ce jour-là, c'était un véritable succès diplomatique pour l'Algérie. Et ce travail diplomatique du président algérien a été saboté par une faction palestinienne qui n'a pas respecté l'engagement de la déclaration d'Alger. Il faut aussi dire la vérité aux Algériens et à l'opinion publique internationale. Vous savez, on peut se voiler la face, on peut fermer ses oreilles, mais voici la réalité. L'histoire est là pour nous rappeler l'engagement qui a été pris par les 14 factions palestiniennes de travailler main dans la main. Regardez les photos. C'est main dans la main. Regardez. Main dans la main.
Ils se sont engagés, les 14 factions palestiniennes auprès du président algérien, à travailler main dans la main. Mais cet engagement n'a pas été respecté. Et il faut le dire, il faut le rappeler. Et si le président algérien aujourd'hui, qui était l'interlocuteur diplomatique à la fois des Palestiniens et au sein du Conseil de sécurité, vous imaginez si les Palestiniens s'étaient engagés à respecter cette promesse avec la présence de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies? Évidemment que le travail diplomatique de l'Algérie aurait été beaucoup plus efficace. Mais malheureusement, comptez avec moi s'il vous plaît, 7 octobre 2023. Allez, on rajoute 7 novembre 2023, un mois. 7 décembre 2023, 2 mois. 7 janvier 2024, 3 mois. À 3 mois près, c'est-à-dire date à laquelle l'Algérie a été admise en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité, tout le travail diplomatique du président algérien a été saboté par une des factions palestiniennes. Vous imaginez, s'il n'y avait pas eu l'attaque du 7 octobre, l'Algérie aurait été en position de force pour faire approuver au sein du Conseil de sécurité un État palestinien. Et aujourd'hui, l'Algérie est désarmée, car cette faction palestinienne a ruiné tous les efforts diplomatiques du président algérien. Et vous savez que le président algérien, qui est ici, main dans la main, a vécu la grandeur de la diplomatie algérienne. Et la grandeur de la diplomatie algérienne, c'était quand? C'était à l'époque du président Feu Houari Boumedienne. Regardez, ici, en présence de son ancien ministre des Affaires étrangères, Feu Abdelaziz Bouteflika, qui était un excellent ministre des Affaires étrangères. Regardez qui est venu à Alger. C'était à Alger. C'est le plus grand diplomate du XXe siècle. Machiavélique, diabolique, mais c'était le plus grand diplomate du XXe siècle. C'est l'ancien secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères américain, Henry Kissinger. Et dans les années 70, là on est en 1974, est-ce que vous savez que Henry Kissinger, donc le patron de la diplomatie américaine, avant de se rendre au Moyen-Orient, il venait d'abord à Alger, oui, car l'Algérie avait une image extraordinaire en termes de diplomatie. Extraordinaire. Et vous voyez là, on a l'impression que Henry Kissinger, le plus grand diplomate du XXe siècle, on dirait qu'il était heureux de voir le président algérien. Et oui, à l'époque, l'Algérie parlait de nouvel ordre économique mondial. C'était à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1974. C'était une grande diplomatie, l'Algérie. Alors, regardez, décembre 73. Je me suis trompé, c'est pas 75, c'est 73. New York Times, donc c'est une version traduite. Kissinger arrive au Caire après 2 heures de discussion à Alger avec le président algérien. Vous imaginez? C'était le 14 décembre 73. Vous savez ce qui s'est passé ce même jour? Et vous allez comprendre. Ce même jour, qu'est-ce qu'elle a fait la France? Vous savez ce qu'elle a fait la France? Les services secrets français. Les services secrets français ont organisé un attentat terroriste au consulat d'Algérie à Marseille. 4 morts, 20 blessés, dont 4 graves, car la France était jalouse du respect que les États-Unis lui accordaient. Et vous savez que depuis 67 jusqu'en 73, l'Algérie, oui, on était un grand pays, l'Algérie avait rompu la relation diplomatique avec les États-Unis. Et vous savez pourquoi? Car les États-Unis avaient soutenu
l'attaque de Tel Aviv contre les pays arabes, Jordanie, Syrie, Palestine, Égypte. Eh oui, on n'avait que 5 années d'indépendance. Vous imaginez? Je ne sais pas si vous imaginez. 62, donc 63, 64, 65, 66, 67. En 5 ans à peine, l'Algérie avait une énorme diplomatie. Avec un ambassadeur d'excellence à Washington, Feu Cherif Guellel. Vous imaginez qu'en 5 ans, l'Algérie, nouvellement indépendante, a décidé de dire « moi je romps les relations avec les États-Unis ». Vous croyez qu'aujourd'hui, au bout de 63 ans, on serait capable de faire la même chose? Et c'est parce que les États-Unis respectaient l'Algérie que le patron de la diplomatie américaine, Henry Kissinger, a dit « mon objectif est de rétablir leurs relations diplomatiques avec l'Algérie ». C'est la raison pour laquelle c'est lui qui est venu à Alger pour demander au président algérien « est-ce qu'on peut rétablir les relations diplomatiques ?» Vous imaginez? C'est cette Algérie-là qui m'a fait rêver quand j'étais gamin. Vous savez, quand je voyais ces images à la télévision, quand je voyais le président algérien Chadli Benjedid reçu comme un roi par Reagan dans les années 80. Mais on était fiers d'être algériens, on était fiers de l'Algérie. Je ne sais pas si vous imaginez quand on est un enfant et qu'on voit que les Américains respectent notre pays. Vous imaginez l'Amérique, première puissance mondiale, qui respecte nos présidents, que ce soit le président Feu Houari Boumediene ou le président Feu Chadli Benjedid. L'Algérie était très respectée. Revisionnez les images de l'accueil extraordinaire organisé par le président américain Ronald Reagan à notre président Chadli Benjedid. Vous allez être sidérés. On avait une première dame d'Algérie exceptionnelle aussi. Washington. Alors, pourquoi je vous parle de la visite de Kissinger à Alger? Je vais vous dire pourquoi. Car avant de se rendre au Caire, il a dit « Ah non, il faut que j'aille voir Houari Boumediene, Feu Houari Boumediene ». Donc, M. Kissinger s'est arrêté à Alger et a discuté pendant 2 heures avec le président Houari Boumediene. Plus tard, un haut responsable algérien a déclaré, ça c'est le New York Times qui dit ça, donc plus tard, un haut responsable algérien a déclaré qu'un tournant avait été atteint dans les relations entre les États-Unis et l'Algérie après 6 ans de rupture de relations diplomatiques. 6 ans de rupture des relations diplomatiques. Ah, il y avait du NIF à l'époque. Hein. Et je poursuis. En Algérie, après les pourparlers Kissinger-Boumediene, le ministre des Affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika a déclaré aux journalistes qu'à la suite des discussions, les relations avec les États-Unis étaient maintenant un tournant et qu'un dialogue était en cours. Là, c'est important. Il a également fait l'éloge de M. Kissinger, affirmant que le responsable américain avait fait preuve d'une responsabilité dans la gestion des problèmes difficiles du Moyen-Orient, en l'occurrence le problème palestinien. Et ce qui est étonnant quand on voit la situation aujourd'hui au Moyen-Orient, dites-vous bien, et c'est là où vous allez être sidérés, est-ce que vous savez qu'à l'époque, les Américains avaient émis le souhait qu'il y ait une conférence à Genève au sujet de la question du Moyen-Orient. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai été sidéré. À l'époque, dans le New York Times, il disait « annonce inattendue ». Annonce inattendue. Et je vais vous dire de quoi il s'agit. Les responsables ont déclaré qu'une annonce officielle pourrait être faite demain ou samedi. M. Boumediene est connu pour avoir dit au président égyptien Anwar Sadat et au président syrien Hafez al-Assad,
lors de la conférence au sommet des dirigeants arabes il y a 10 jours en Algérie, car à l'époque, on est donc en 73, l'Algérie venait d'organiser un sommet arabe qui était un succès. Il leur a dit, c'est le président algérien, incroyable image de l'Algérie à l'époque. Le président algérien leur a dit, donc au président syrien, au président égyptien, qu'il approuvait leur décision de participer à la conférence de Genève. Est-ce que vous imaginez? L'Égypte et la Syrie attendaient la décision de l'Algérie pour savoir si oui ou non elle devait participer à la conférence de Genève pour le Moyen-Orient. Vous imaginez? L'Algérie était consultée. Aujourd'hui, est-ce que l'Algérie est consultée? Donc, à l'époque, le président algérien était d'accord pour cette conférence, pour trouver un accord sur la question de la Palestine. Regardez, relisez les archives. L'Algérie était d'accord pour participer à une conférence à Genève sur la paix au Moyen-Orient. Ça date de décembre 1973. Voilà ce qui a été décidé entre Kissinger et Feu Ouali Boumedienne. Alors je vais vous dire maintenant quel est le sens de ma remarque. Évidemment, si je vous fais une longue introduction comme celle-ci, c'est pour arriver à une idée que j'aimerais vous soumettre. Regardez quelle était la situation territoriale après l'attaque barbare de Tel Aviv de 1967. Est-ce que vous savez qu'en 1967, Tel Aviv a attaqué l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et la Palestine? Elle a pris tout le Sinaï. Vous imaginez tout le Sinaï, le désert du Sinaï. Pour ceux qui connaissent, c'est un territoire immense. Donc en 67, Tel Aviv a pris tout le Sinaï, a pris le plateau du Golan. Le plateau du Golan, c'est une région qui est en Syrie, et à partir de la Syrie, on peut attaquer facilement Israël. Donc Israël a pris le plateau du Golan jusqu'à ce jour. C'était en 67. Tel Aviv a pris tout Jérusalem. Avant, Jérusalem était divisé en deux. Jérusalem ouest, qui était hébreu, et Jérusalem est, qui était palestinienne. En 67, après la guerre des 6 jours, Tel Aviv a pris 100% de Jérusalem. Elle n'a pas simplement pris 100% de Jérusalem, elle a pris 100% de toute la Palestine. Je dis bien de toute la Palestine. C'est-à-dire 100% de la Cisjordanie ici et 100% de Gaza ici. Donc en 1967, Tel Aviv a pris tout le Sinaï qui appartenait à l'Égypte, 100% de la Palestine, 100%, dont Gaza et Cisjordanie, plus le plateau du Golan, qui est syrien. Ça, c'est 1967. Donc en 1967, Tel Aviv a pris 100% de la Palestine, plus le plateau du Golan syrien, plus tout le Sinaï égyptien. Alors, que s'est-il passé? Que s'est-il passé à partir de cette conférence que le secrétaire d'État américain Henry Kissinger a décidé d'organiser à Genève, à partir de 1973? Donc, de 1973 à 1977, il y a une politique, une stratégie diplomatique qui a été pensée par le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères Henry Kissinger et qui porte un nom très spécifique, et je vais vous dire pourquoi je la mentionne, qui s'appelle la politique des petits pas. Alors je vais vous prendre un article du Monde qui en fait mention. Voilà, c'est la politique des petits pas. Donc là, c'est un article du Monde de 1975, les nouveaux petits pas de M. Kissinger.
Donc cet article date du 8 février 1975. La stratégie de Kissinger, qu'on appelle la stratégie des petits pas, est de dire que le problème entre Tel Aviv et les pays arabes est tellement complexe que ce serait illusoire de croire qu'une paix globale est possible. Henry Kissinger ne croyait absolument pas à une paix globale entre Tel Aviv et l'ensemble des pays arabes. Donc il s'est dit, puisqu'une paix globale n'est pas possible entre Tel Aviv, la Jordanie, l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak, la Palestine, etc., il s'est dit, je vais mettre en place une diplomatie des petits pas. Et elle repose, cette diplomatie des petits pas, sur des contacts bilatéraux, c'est-à-dire individuels. Il va voir le président algérien, il essaie de le convaincre, il va voir le président le roi marocain, il essaie de le convaincre, il va voir le président égyptien, il essaie de le convaincre, etc. Voilà. Il procède par petits pas. Et c'est grâce à sa stratégie des petits pas qu'il a réussi à casser le front anti-Tel Aviv, le front arabe anti-Tel Aviv. Et c'est avec cette stratégie qu'il a réussi à convaincre séparément le président égyptien Anwar Sadat de négocier une paix séparée avec Tel Aviv. Et cette stratégie des petits pas, elle a conduit en 1977 à la fameuse conférence ou intervention de Sadat, président égyptien, à la Knesset, donc le Parlement à Tel Aviv, qui a permis ensuite, avec les accords de Camp David, à l'Égypte de récupérer le Sinaï, et en oubliant la Palestine. Voilà. Les Égyptiens ont dit, on s'est assez sacrifié pour la Palestine, on a fait la guerre en 48, on a fait la guerre en 67, on a fait la guerre en 73, maintenant ça suffit, notre économie est complètement détruite, maintenant on va penser uniquement aux intérêts de l'Égypte. Et je vais vous dire pourquoi j'insiste sur cet aspect-là, car si on ne comprend pas cette stratégie des petits pas d'Henry Kissinger avec l'Égypte entre 73 et 77, on ne peut pas comprendre la situation actuelle du président égyptien Sisi, eu égard à la question de Gaza et de la Palestine. Donc Sisi est dans la droite ligne de ce qu'a fait Sadat à partir de 1977, qui a permis en 1979 à l'Égypte de récupérer le Sinaï. Donc en 1979, Tel Aviv a redonné le Sinaï à l'Égypte en échange d'un accord de paix, en échange d'une reconnaissance officielle de l'entité sioniste. Et plus tard, avec les accords d'Oslo, les Palestiniens et les Jordaniens ont fait exactement la même chose. Car j'ai l'impression, en regardant et en lisant les commentaires des Algériens, qu'ils ont oublié que les Palestiniens, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, c'est-à-dire Yasser Arafat, feu Yasser Arafat, et Mahmoud Abbas qui l'a remplacé, reconnaissent l'État palestinien, discutent avec l'État... lapsus. L'autorité palestinienne reconnaît l'État israélien. Il faut le savoir, ça. Il n'y a pas que l'Égypte qui reconnaît l'État israélien. Il y a aussi l'autorité palestinienne. Yasser Arafat a reconnu l'État israélien. Ensuite, Mahmoud Abbas, qui lui a succédé à la tête de l'autorité palestinienne, reconnaît l'État israélien et travaille tous les jours avec l'État israélien. Donc Ramallah, qui est la capitale de l'autorité palestinienne, travaille tous les jours, chaque heure, avec Tel Aviv. Il faut le savoir, ça. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a que le Hamas qui ne reconnaît pas l'État israélien. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a remporté les élections législatives, le Hamas, à partir de 2005, a décidé de faire sécession, parce qu'il ne s'est pas entendu avec Mahmoud Abbas à l'autorité palestinienne, et le Hamas n'a jamais voulu reconnaître l'État israélien. Il est là le problème. Mais lorsque le président algérien a réuni
toutes les factions palestiniennes, toutes ces factions avaient décidé de se mettre d'accord et de s'unir avec la même stratégie. Mais malheureusement, ces factions palestiniennes n'ont pas respecté cet engagement de la déclaration d'Alger du 12 octobre 2022. Donc, ils sont responsables de la situation actuelle. Bien sûr que Tel Aviv en a profité, ben, évidemment. Mais c'est connu, c'est vieux comme le monde. Si vous faites une erreur, ben, évidemment votre ennemi va en profiter pour vous traiter de tous les noms. Et c'est ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023. Donc je reviens à la stratégie des petits pas de Henry Kissinger. Donc voilà la situation en 1967. Donc le Sinaï appartient à Tel Aviv, Gaza à Tel Aviv, Cisjordanie à Tel Aviv, le Golan à Tel Aviv. C'était un désastre pour les pays de la région. Mais après les négociations entre l'Égypte et Tel Aviv, 77-79, après les accords d'Oslo de 1993, où l'autorité palestinienne a reconnu l'État d'Israël, la Jordanie a aussi reconnu l'État d'Israël, Tel Aviv a décidé de redonner, mais bien sûr avec des conditions, à peu près 20% du territoire palestinien. Donc voilà la situation en 2023 avant l'attaque du 7 octobre. Donc là, vous avez Israël, et là, vous avez la Cisjordanie, donc qui est sous l'autorité de l'autorité palestinienne. Alors bien sûr, cette Cisjordanie-là, il y a 60% qui est contrôlé par les colonies israéliennes. 60%. Donc ce n'est pas uniforme. Et il y a Gaza. Vous savez qu'en 2005, Ariel Sharon, qui était l'ancien génocidaire de Sabra et Shatila, l'ancien premier ministre de Tel Aviv, avait décidé de se retirer de Gaza. Et c'est pour ça qu'il y a eu des élections ensuite législatives qui avaient été remportées par le Hamas. Et c'est à partir de ces élections législatives qu'il y a eu un conflit entre le Hamas qui avait gagné les élections à Gaza et l'autorité palestinienne qui avait perdu. Et qui était le chef de l'autorité palestinienne? C'était le Fatah, le parti de Yasser Arafat, Fatah. Normalement, et là je vous remets dans le contexte de l'époque, 2006-2007, normalement, le chef politique du Hamas, qui s'appelle Haniyeh, qui a été tué à Téhéran, devait être le Premier ministre. Et il a été Premier ministre. Le problème, c'est quoi? C'est que nos amis américains ne voulaient pas du Hamas en tant que Premier ministre, en tant que chef du gouvernement de l'autorité palestinienne. Donc, l'autorité palestinienne a commencé à créer des problèmes à Gaza contre le Hamas. Et au bout d'un moment, le Hamas a dit, on arrête les frais, maintenant c'est fini, on va gérer tout seul Gaza. Donc il y a eu un coup d'État politique à Gaza. Et à partir de là, Cisjordanie et Gaza, il y avait deux gouvernements différents. Donc de 2007 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 2025, c'est-à-dire depuis 18 ans. Pourquoi? Car l'autorité palestinienne ne voulait pas partager le pouvoir avec le Hamas. Donc vous avez vu, le problème de base, c'est pas uniquement Tel Aviv. Tel Aviv profite de toutes les divisions et c'est normal. N'importe qui profite des divisions. Vous connaissez la formule, diviser pour mieux régner. Mais les Palestiniens eux-mêmes ne s'entendent pas. Les Palestiniens eux-mêmes se détestent. C'est la raison pour laquelle il faut se rendre compte de l'effort extraordinaire qu'a accompli le président algérien en réunissant les 14 factions palestiniennes le 12 octobre 2022 à Alger. Car il permettait aux Palestiniens de parler d'une voix commune, donc de mettre fin au conflit qu'il y avait depuis 2005 entre l'autorité palestinienne et le Hamas. Donc c'était un exploit diplomatique qui a été réalisé par le président algérien. Mais malheureusement, le Hamas a détruit toutes les avancées diplomatiques de la déclaration d'Alger du 12 octobre 2023. Et il faut le dire, car le populisme c'est bien, mais le réalisme et l'honnêteté intellectuelle c'est mieux. Et le président algérien le sait très bien. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le 7 octobre 2023, l'Algérie est freinée dans son travail
diplomatique, dans sa mission diplomatique pour faire émerger un État palestinien reconnu par les Nations Unies. Si le Hamas n'avait pas organisé l'attaque du 7 octobre, aujourd'hui, il y aurait un État palestinien grâce au travail diplomatique formidable de l'Algérie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, surtout depuis le 7 octobre, où le Hamas est considéré comme une organisation terroriste avec laquelle ni les États-Unis, ni l'Angleterre, ni la France ne veulent travailler? Moi, je pense qu'il faut s'inspirer de l'exemple allemand. Que dit l'exemple allemand? Alors, je vous donne la carte de l'Allemagne. Alors, les plus jeunes qui ne sont pas au courant, regardez entre 1949, voilà la date, 1949 et 1990, regardez comment était l'Allemagne. L'Allemagne était divisée en deux. Ici, c'était la République fédérale d'Allemagne qui était contrôlée par les Français, les Anglais et les Américains. République fédérale d'Allemagne. Parce qu'à partir de 1945, après la chute du régime nazi de Hitler, l'Allemagne a été occupée, comme aujourd'hui la Palestine. Exactement pareil. Elle était occupée, l'Allemagne, comme la Palestine. 100% de l'Allemagne était occupée par l'Angleterre, la France, les États-Unis et par la Russie. Donc la Russie contrôlait la partie est de l'Allemagne. Donc la partie ouest, République fédérale d'Allemagne, France, Angleterre, États-Unis, et la partie est de l'Allemagne, République démocratique d'Allemagne, était contrôlée par la Russie. À l'époque, c'était l'Union soviétique. Et Berlin était dans la partie contrôlée par les Russes. Regardez, ici, c'est Berlin. Et Berlin elle-même était divisée en 4. Une partie française, une partie anglaise, une partie américaine et une partie soviétique. Et quand vous comparez les deux, c'est exactement la même histoire. Donc l'Allemagne n'avait aucune indépendance, n'avait aucune souveraineté. Elle était sous contrôle allié et soviétique. Comme aujourd'hui, la Palestine, elle est sous le contrôle israélien. Mais les Allemands sont des gens extrêmement pragmatiques, contrairement aux Palestiniens ou aux Arabes de façon large, ou aux musulmans de façon encore plus large. Les Allemands, ils savent ce que ça veut dire, la politique des petits pas. Car Henry Kissinger, oui, il est citoyen américain, mais à la base, il n'est pas américain, il est allemand. Et Henry Kissinger, en sa qualité d'allemand, il est pragmatique. Vous savez, les Allemands sont connus pour leur pragmatisme. Ils sont factuels et ils savent travailler par étapes. C'est pas comme les Arabes ou les musulmans, ils veulent tout de suite. Ah, ils n'ont aucune patience. Pourtant, on a un verset coranique. Il y a un verset coranique où Dieu, subhanahu, nous invite à nous évertuer à rechercher la vérité, à rechercher la patience. Mais nous ne l'appliquons pas, alors que les Allemands, eux, appliquent ce verset coranique. Eux, ils ne sont pas pressés, les Allemands. Entre 1949 et 1990, petit à petit, ils ont retrouvé leur souveraineté. D'abord, ils ont commencé à travailler sur le plan économique. Ils se sont dit, politiquement, on ne peut rien faire. Donc d'abord, au niveau de l'éducation, au niveau de la formation de leurs élites, ils ont fait un bond extraordinaire. Première chose. Deuxièmement, sur le plan économique. Troisièmement, sur le plan industriel. Ils ont créé l'industrie la plus forte au monde. Quatrièmement, sur le plan culturel et intellectuel. Cinquièmement, médiatique. Sixièmement, diplomatique. Et quand il y a eu la chute de l'Union soviétique, le chancelier de l'époque, le chancelier allemand de l'époque, c'est-à-dire le premier ministre allemand de l'époque, Helmut Kohl, a négocié gentiment avec les Français, les Anglais, les Américains et les Russes pour qu'ils ne s'opposent pas à la réunification des deux Allemagnes. Donc c'est l'Allemagne fédérale qui était contrôlée par la France, l'Angleterre et les États-Unis qui a réunifié la partie de l'Allemagne qui était sous le contrôle soviétique. Et ça, c'était quand? Je vais vous dire, c'était quand? C'était le 3 octobre 1990. Donc pendant
41 ans, si on calcule bien, c'est bien ça? 50, oui c'est ça. Pendant 41 ans, l'Allemagne a été divisée. Voilà, ça c'était en 49, et là c'est en 90. Pendant 41 ans, l'Allemagne a été divisée, mais le 3 octobre 90, elle a été réunifiée. Et c'était 3 ans avant les accords d'Oslo. Et si on calcule bien, si les Palestiniens étaient aussi pragmatiques et intelligents que les Allemands, ça fait combien de temps les accords d'Oslo? 93 à 2025. Ça fait exactement 32 ans. Et au lieu d'assister à la réunification de la Palestine, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons assisté à la division de la Palestine. Pas à cause des Israéliens, non, c'est à cause des Palestiniens eux-mêmes. Car les Arabes, les Palestiniens adorent le pouvoir. Ils sont malades du pouvoir et des privilèges du pouvoir. Donc au moment des accords d'Oslo en 93, la Cisjordanie et Gaza, c'était le même pays. Gaza était géré par la Cisjordanie, mais à partir de 2005, quand Israël s'est retiré de Gaza, il y a eu une lutte de pouvoir et les Palestiniens se sont entretués. Il y a eu plus de 400 morts entre eux, vous imaginez? Ils se sont entretués. Alors que les Allemands ne s'entretuent pas, travaillent patiemment mais sûrement. Car les Allemands, eux, aiment vraiment leur pays. Eux croient vraiment à l'identité allemande. Et les Palestiniens, ils croient à quoi, eux? Ils veulent juste avoir le pouvoir. Regardez la Cisjordanie, l'autorité palestinienne. Mais c'est une autorité extrêmement corrompue. Et tout le monde le sait. Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne, c'est un des hommes les plus corrompus au monde. Et toute l'autorité palestinienne est corrompue. Et je ne vais même pas vous dire ce que fait le Hamas avec l'argent qui vient des pays du Golfe, de l'Algérie, de l'Europe, etc. Vous avez déjà entendu parler de grands scandales de corruption en Allemagne? Bien sûr qu'il y a un peu de corruption en Allemagne, comme dans tous les pays. Mais les Allemands, dès qu'ils ont eu l'opportunité de s'unir, ils l'ont saisi. Pas comme les Palestiniens, qui s'entretuent entre eux. Il faut dire aussi la vérité à l'opinion publique algérienne et internationale. Vous savez, ça fait mal au cœur quand on voit que l'Allemagne a réussi à s'unir, ici RFA, ici RDA, et que les Palestiniens, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, comme l'ensemble des pays arabes, c'est à se diviser. Regardez, il y a combien de pays arabes? 20 pays arabes. Les uns détestent les autres. Vous avez dit, regardez, l'Algérie et le Maroc se détestent. Regardez, l'Algérie et la Libye se détestent. La Libye et l'Égypte se détestent. Le Qatar et l'Arabie Saoudite se détestent, etc., etc. La Syrie et l'Irak se détestent. Alors que c'était deux pays laïcs, deux pays qui étaient gérés par le même parti qui s'appelle le Ba'ath, le parti de la résurrection arabe. C'est une maladie chez les Arabes et chez les musulmans de façon générale. Ils adorent la division, ils adorent se détester. Et ils adorent le pouvoir. Alors qu'est-ce que je propose? Parce qu'il faut bien une solution. Je propose, puisqu'aujourd'hui le Hamas est considéré par l'Angleterre, les États-Unis et la France comme une organisation terroriste, je propose de faire la même chose que nos amis allemands. C'est-à-dire d'être pragmatique, comme les Allemands. Je propose de faire reconnaître un État palestinien, pour le moment, uniquement en Cisjordanie. Car l'autorité palestinienne, qui est certes corrompue et reconnue comme corrompue par le monde entier, elle est quand même respectée par les grandes puissances, les Français, les Anglais, les Américains, les Russes et les Chinois. Donc la communauté internationale respecte l'autorité palestinienne quand bien même elle est corrompue. Parce que ça ne dérange personne, la corruption. Le terrorisme, ça dérange, mais la corruption, ça ne dérange personne. Donc d'abord, commençons par reconnaître l'État palestinien uniquement en Cisjordanie, un peu comme l'exemple de la RFA. Voilà, on peut considérer la Cisjordanie, c'est comme la RFA. Voilà, je vous prends cet exemple-là. Comme ça, vous allez comprendre. Donc d'abord, on reconnaît
la Cisjordanie comme État palestinien. Et dans un deuxième temps, quand on aura réglé le problème politique à Gaza, on intégrera Gaza dans l'État palestinien, un peu comme la RDA. La RDA, c'est Gaza, et la RFA, c'est la Cisjordanie. Donc, procédons de façon pragmatique et par étapes. Et vous connaissez la stratégie politique de Henry Kissinger, c'est la politique des petits pas. Donc, avançons par étapes, par petits pas. Faisons d'abord reconnaître un État palestinien en Cisjordanie, et là vous verrez que personne ne va s'y opposer. Ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français. Les Russes et les Chinois sont déjà d'accord. Et dans un deuxième temps, quand on aura réglé le problème politique à Gaza, on reconnaîtra l'État palestinien à Gaza, et il y aura, comme en Allemagne en 1990, la réunification de l'Allemagne. Attendez que je retrouve, voilà. Il y aura la réunification des deux Allemagnes. Et donc là, ça sera pareil. Il y aura la réunification des deux Palestines. Donc Palestine du Nord, Cisjordanie. Palestine du Sud, Gaza. Donc il reste 6 mois à l'Algérie en sa qualité de membre non permanent des Nations Unies. Je demande à notre pays de reprendre mon idée que je vous ai présentée humblement en profitant du fait que la France a décidé de reporter la reconnaissance de l'État palestinien conjointement avec l'Arabie Saoudite, d'anticiper cette reconnaissance en déposant un projet de résolution aux Nations Unies, notamment au Conseil de sécurité, pour faire reconnaître dans une première étape l'État de Palestine uniquement en Cisjordanie, avec Ramallah comme capitale. Et vous verrez, et là je peux vous le dire, dès maintenant, les États-Unis, l'Angleterre et la France ne mettront pas leur veto à la reconnaissance d'un État palestinien uniquement en Cisjordanie. Car il faut séparer la création d'État palestinien du problème politique actuel qui est représenté par le Hamas à Gaza. Voilà ce que je demande à l'Algérie. Il reste 6 mois à peine à l'Algérie en sa qualité de membre non permanent des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour reprendre cette idée et la faire adopter par le Conseil de sécurité. Et vous verrez que ce sera un succès diplomatique de la diplomatie algérienne qui sera conforme à la déclaration d'Alger du 12 octobre 2022, qui est un succès diplomatique qui a été réalisé par le président algérien Si Abdelmajid Tebboune. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, تحيا لفلسطين والله يرحم الشهداء.